toutes et à tous, bienvenue sur CTI TV, une chaîne qui présente aujourd'hui sa deuxième émission, présentée par les 4e 7 classes médias du collège Jeanne d'Albret. Cette année, nous avons préparé une émission sur le collège qui vous emmènera du gymnase à la cantine, de la cour de récréation à la salle d'études, du CDI aux salles de classe. Au sommaire de cette édition, un reportage sur les options et les thèmes proposés par le collège Jeanne d'Albret, un témoignage émouvant sur le harcèlement, suivi d'un reportage plus léger et plus gourmand sur la nourriture, une investigation historique sur les punitions et enfin une enquête sur les passe-temps des collégiens. Pour commencer, un reportage sur les classes à thème, ces classes de 4e qui conduisent chacune un projet. Regardons cette enquête préparée par Inès, Héloïse, Mathis et Wassim. Bonjour Ajar, comment la classe éloquence t'a aidé depuis septembre à être plus à l'aise à l'oral? La classe éloquence m'a beaucoup aidé à parler plus fort, à porter ma voix, à argumenter, à parler avec les autres, à s'exprimer quoi. Quelles sont les actions menées pour le développement durable? Avec notre classe, on a décidé de partir en forêt en vélo pour éviter d'y aller en voiture ou en bus pour éviter la pollution. Et une fois arrivé là-bas, on va prendre des déchets, on va les trier. Comme ça, ça pollue moins. Bonjour Madame Martin. Bonjour. Nous savons que vous êtes prof d'anglais et que vous partez en voyage scolaire en Espagne. Vous auriez peut-être préféré partir en Angleterre. Pourquoi cette destination ? J'aurais aimé partir en Angleterre, mais je suis ravie de partir en Espagne. Organiser des voyages en Angleterre, c'est un peu plus compliqué depuis le Brexit. Et on part en Espagne parce que c'est un projet qui était déjà existant l'année dernière et j'en ai pris le relais. Pourquoi la classe internationale a-t-elle été créée ? Alors, on l'a appelée internationale parce qu'il y a 3 projets sur la classe avec une ouverture sur le monde. Donc il y a le premier projet avec l'université de Pau. Les élèves vont venir découvrir les différentes filières qui s'offrent à eux, notamment via les langues étrangères. Ensuite, il y a un projet d'action humanitaire avec Action contre la faim pour aider les enfants du Cameroun. Et le 3e projet, c'est donc un échange avec l'Espagne. Ils vont avoir des correspondants, donc les correspondants vont venir et eux les élèves d'ici iront en Espagne. Bonjour Madame Carros. Bonjour Wassim. Quels sont les projets phares de la classe média? La réalisation d'un enrobé radiophonique, la création d'un article de journal pour la presse numérique, évidemment la réalisation de l'émission de télévision actuelle. Il y a différentes sorties scolaires et puis le voyage à Paris, bien sûr, un projet phare pour nous. Que voyez-vous comme compétences qui se développent chez les élèves grâce à cette classe? Alors au fil de l'année, l'autonomie, la coopération, la persévérance, c'est certain que ça fait partie des qualités qui sont travaillées et qui sont pour moi extrêmement importantes dans cette pédagogie de projet. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien, Wassim. Bonjour Claire. Qu'apprends-tu comme compétence grâce au projet de ta classe média? Bonjour, j'apprends à mieux parler en public et devant une caméra. Et j'ai appris le travail de groupe. Et donc nous apprenons à faire marcher une caméra, à tenir un micro et à bien capter le son. Après, nous apprenons à cadrer et tout. Et voilà. Quel est le lien entre l'histoire-géographie et la défense et sécurité? Alors c'est plutôt l'enseignement moral et civique, la 3e matière de l'histoire-géographie, qui a un lien puisque en classe de 4e, on va travailler sur tout ce qui est la défense des personnes, tout ce qui est la défense du territoire, etc. Et faire comprendre en fait aux élèves que c'est une façon d'être citoyen et citoyenne que de participer à différentes actions liées à la défense du territoire. C'est défendre la République, défendre la France. Et voilà, ça permet aux élèves de prendre conscience de ce que c'est la France et la République. Que faites-vous dans la classe défense et sécurité? On travaille et on fait des sports en rapport avec notre classe comme la boxe et plein d'autres sports. On va faire aussi des sorties au tribunal, dans un camp de CRS et au régiment des parachutistes. On va aussi aller visiter la caserne des pompiers. On a aussi fait une séance avec un auteur, Marin Ledun, un auteur de romans policiers qui travaillait en milieu carcéral, qui a permis aux élèves de la classe défense de voir tout ce qui était en lien avec la justice aussi et du coup l'application des lois pour
permettre de sécuriser les citoyens. Combien d'heures sont consacrées au théâtre dans l'emploi du temps de la classe? Alors, pour les élèves, il y a 4 heures qui sont consacrées au projet classe en scène, 2 heures de théorie avec Madame Caroff et moi-même au CDI, et puis un intervenant qui assure 2 heures également de pratique, et ça va déboucher sur la mise en scène d'une pièce. D'accord. Pensez-vous que les élèves ont évolué à l'oral grâce au théâtre depuis le début de l'année? Oui, sans doute un petit peu, mais c'est surtout sur le climat de confiance de la classe qu'on observe des retombées positives. Les élèves sont attentifs les uns aux autres, ils s'écoutent, et ça c'est très très bien, et c'est vraiment l'esprit du théâtre. Nous savons que vous êtes la prof principale de la classe montagne et aussi que la classe montagne est l'une des plus anciennes classes ATM. Est-ce que vous renouvelez vos randonnées tous les ans? Oui, on reprend le projet cette année parce qu'on trouve que ça parle beaucoup aux élèves et puis ils font beaucoup d'apprentissage grâce à ça, donc on renouvelle cette année. Vous préférez emmener vos élèves à la montagne l'été ou l'hiver? Je préfère les amener sur les 4 saisons de façon à avoir la montagne sous toutes ses formes et comme ça les connaissances, compétences qu'ils acquièrent sont plus diverses et plus complètes. Bonjour Amine, penses-tu qu'il faut être très entraîné pour intégrer la classe montagne? Non, parce que dans notre classe, il y a tout type de niveau. Il y a des bons comme des moins bons. C'est en lien avec l'égalité. Les randonnées dans notre classe sont adaptées pour chaque niveau. Et voilà. Bonjour Madame Coudin-Bidouze. Avez-vous choisi de coordonner le projet de la classe Art et Culture Italienne? Oui, alors tout à fait, c'est un projet qu'on a proposé à la fin de l'année dernière pour la classe de 4e 2. Donc j'ai proposé cette thématique Art et Culture Italienne. Est-ce que cela vous tient à cœur? Assez, oui, parce que je suis très attachée à la culture italienne, tant la culture littéraire, artistique que la société italienne en général. Donc j'avais à cœur de le partager avec mes élèves, ce que nous faisons cette année en français, en histoire géo, même en mathématiques, enfin dans toutes les matières de la classe. Le thème de ma classe, c'est Art et Culture Italienne. Et on a fait pas mal de choses en classe. On a étudié beaucoup de peintres italiens et d'art italienne. Je sais qu'à la fin de l'année, on va aller voir des musées à Paris pour étudier toute la période en Italie, de la Renaissance, tout ça. Est-ce vous qui avez décidé qu'il y ait des thèmes pour les classes de 4e? Non, je n'ai pas décidé seul. Dans le collège, il y a des instances de pilotage avec les élèves parfois, avec les parents, avec les professeurs. J'en citerai 2, le conseil pédagogique du collège et le conseil d'administration. Donc c'est dans le cadre de ces instances qu'il a été décidé de proposer des thèmes à l'ensemble des classes de 4e. Pourquoi vous avez ciblé le niveau de 4e? Nous avons ciblé le niveau de 4e parce qu'il y avait déjà eu des expérimentations par le passé au collège et que les expérimentations sur certaines classes étaient parfaitement bien déroulées. Les classes à thème ont un impact positif sur le climat scolaire, là aussi nous l'avions constaté, et puis elles vous permettent de développer des compétences différentes des compétences disciplinaires un peu classiques, la solidarité, l'entraide, l'aisance oratoire, pour ne citer que celle-ci par exemple. Bonjour Héloïse, bonjour Inès, alors que pensez-vous des classes à thème? Nous pensons que les classes à thème sont un bon moyen pour apprendre d'autres compétences car nous travaillons sans faire des cours normaux et cela peut être un bon moyen pour les élèves qui ne sont pas forcément à l'aise en classe de se dévoiler grâce à certains projets et ça permet à tout le monde d'être mis en valeur dans une classe. Si vous avez la possibilité de tester une autre classe, vous aurez choisi laquelle? J'aimerais tester la classe défense et sécurité car grâce aux interviews qu'on a pu mener, on a pu découvrir les projets de cette classe et ça m'a vraiment plu. Merci. Tout de suite le reportage sur les options et les dispositifs de Léna, Emma et Juliette. Bonjour, dans le cadre de mon sujet, je vais interroger Madame Gaston, la principale adjointe. Bonjour. Bonjour Madame Gaston. Quels sont les dispositifs et options du collège? Donc nous avons plusieurs dispositifs dans ce collège, des dispositifs d'aide aux élèves, un dispositif Ulysse, un dispositif UPE2A pour les élèves allophones, une SECPA pour des élèves qui sont plutôt sur de la voie professionnelle, un dispositif UPS pour les enfants du voyage et un dispositif plus précis qui a été créé sur le collège qu'on appelle Mars.
Alors Mars, c'est vraiment spécifique à Jeanne d'Albret, c'est un module pour des élèves décrocheurs. Donc 2, 3 heures, 4 heures par semaine, ils vont travailler soit des compétences, soit leur orientation. On les sort de la classe de manière à pouvoir les raccrocher et à leur redonner envie d'apprendre. En quoi ces options et dispositifs font-ils, d'après vous, la richesse de Jeanne d'Albret? C'est effectivement un collège extrêmement riche parce que extrêmement hétérogène. Et on sait que l'hétérogénéité permet à tous les élèves, des meilleurs aux moins bons, de progresser et on en a besoin. Que cette mixité sociale, c'est un moyen aussi de vous apprendre à trouver votre place dans la société. Donc à la fois, on est là pour vous apprendre des connaissances, mais aussi on est là pour vous apprendre à grandir en tant que citoyen. Bonjour, ici on est au bureau de la direction de la SECPA. Et aujourd'hui, je vais interviewer Madame Nicou, la directrice de la SECPA. Oui, entrez! Bonjour Madame Nicou. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions sur la SECPA. Oui, bah bien sûr, entre, assieds-toi. Merci. Alors, bonjour Madame Nicou. En quoi consiste votre métier? Alors, mon métier, mon titre, c'est DAX, directrice adjointe chargée de SECPA. Donc, elle consiste à s'occuper de toute la section de la SECPA du collège Jeanne d'Albret. Donc, la SECPA est un dispositif, une section d'élèves qui ont des difficultés scolaires, des difficultés graves et persistantes, qui, depuis l'école primaire, sont arrivés au collège en SECPA, avec un dossier qui est passé en commission. Et à cette commission, on a décidé que ces élèves avaient des difficultés d'apprentissage qui ne pouvaient pas être réglées au sein du collège général et qu'il fallait qu'ils soient dans une petite structure avec des enseignants spécialisés pour pouvoir régler ces problèmes. Bonjour Madame Serre. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer la section handball? Alors déjà parce que c'est un sport que je pratique, que j'ai pratiqué du moins. Je souhaite transmettre aux élèves qu'ils arrivent à avoir un savoir-être sur et en dehors du terrain. C'est-à-dire que je veux qu'ils aient un comportement sur le terrain qui soit identique au comportement qu'ils ont dans le collège. Et ensuite, je veux leur faire développer des compétences handballistiques, des compétences sur l'arbitrage et également des compétences au niveau du fair play. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Madame Puaré, une professeure d'anglais euro. Bonjour Madame Puaré, depuis combien de temps l'option anglais euro existe-t-elle? Bonjour Juliette, bonne question. L'option anglais euro existe depuis longtemps. Elle avait été supprimée lors de la réforme du collège de 2016, puis elle est revenue à la mode en 2018-2019 sous une autre appellation. En fait, le vrai nom de l'option, c'est LCE, Langue et Culture Européenne. Et du coup, notre objectif, puisque nous sommes 3 professeurs quand même d'anglais sur les 3 niveaux différents, c'est d'ouvrir un petit peu nos élèves sur les apports culturels que notre monde anglophone peut nous offrir. Alors comment l'option anglais euro t'aide à t'améliorer en anglais? Vu qu'on a 2 heures de plus que le reste des élèves, ça nous aide beaucoup à approfondir sur les sujets culturels des pays anglophones, aussi sur la conjugaison des verbes, le grammaire, tout ça. Aussi sur le vocabulaire. On a beaucoup plus un vocabulaire plus grand que tous les restes et je trouve ça plutôt cool. Comment l'option anglais euro vous aide-t-elle à vous améliorer en anglais? Alors pour moi, ça me fait ouvrir les yeux sur la culture anglaise, sur la façon de manger, et puis ça approfondit mes connaissances. D'accord. Et pour moi, ça me fait apprendre plus de vocabulaire qu'en classe L20, donc en anglais normal, d'où le mot option. Et voilà, ça enrichit mes connaissances sur la langue. Voilà. Votre rôle est d'apprendre le français aux collégiens non francophones. Comment faites-vous pour apprendre notre langue aux élèves qui arrivent dans votre classe? Alors, on a différentes manières d'apprendre. On va d'abord apprendre à faire un diagnostic de ce que savent faire nos élèves. On va les placer sur 3 niveaux. Un premier niveau où on va leur apprendre à lire et à écrire. Un premier niveau où ils seront débutants. Et un 3e niveau où ils seront un peu plus avancés.
des niveaux que vous connaissez, vous, lorsque vous apprenez l'anglais ou l'espagnol au collège. Quelle est votre méthode pour les mettre à l'aise grâce à ce dispositif? De quelle manière évoluent vos élèves? Il faut savoir être patient, il faut beaucoup répéter, il faut se mettre à leur place, donc il faut beaucoup d'empathie, il faut comprendre ce qu'ils ont traversé comme épreuve. Ce sont des élèves souvent en demande d'asile, réfugiés en France, et donc ça fait peut-être plusieurs années qu'ils sont sur le chemin de l'exil, donc il faut prendre en charge toutes les émotions qu'ils ont et avoir beaucoup de patience et d'empathie. Merci. Prennent-ils confiance en eux? Sont-ils plus sûrs? Je pense que nos élèves sont très résilients et qu'ils sont absolument contents d'être avec nous. Donc ils prennent rapidement confiance en eux au sein de notre collège. Merci pour ce magnifique reportage. Maintenant nous accueillons nos 2 enquêteurs qui ont mené une investigation sur le harcèlement. Bonjour Sénat, bonjour Raphaël. Tout d'abord, nous aimons savoir, c'est quoi le harcèlement? Bonne question. Le harcèlement est une forme de violence qui peut être physique mais aussi psychologique, qui consiste à rabaisser la victime régulièrement ou souvent. Mais quels dispositifs sont mis en place contre le harcèlement? Justement, nous avons fait un reportage sur le harcèlement auquel nous avons invité et interviewé l'assistante sociale du collège. Regardons-le ensemble. Quel dispositif est mis en place au collège pour prévenir de harcèlement? Le dispositif qui est mis en place concerne les élèves, les parents, l'ensemble des acteurs du collège. Tout le personnel, effectivement, réfléchit aujourd'hui et se forme à ce sujet qui est un véritable fléau, ici dans ce collège comme ailleurs. Est-ce que l'on sait combien de cas sont recensés au collège? Nous ne connaissons pas exactement le nombre de situations de harcèlement dans le collège. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un chiffre d'1 élève sur 10 avancé au niveau national. Il existe des ambassadeurs contre le harcèlement. Pouvez-vous nous dire comment ils sont formés? Alors c'est avant tout des élèves motivés par ce sujet. C'est des élèves qui peuvent effectivement être eux-mêmes peut-être harcelés et qui réfléchissent ensemble et avec l'ensemble des adultes du collège à comment mieux prendre en compte ce sujet-là et ce fléau-là. Merci beaucoup. Alors maintenant, direction la cantine pour une nouvelle enquête. Bonjour monsieur, après avoir pris quelques informations auprès de la gestion, trouvez-vous beaucoup de gaspillage? Non, dans l'ensemble, vous gaspillez très peu. Vous mangez à peu près tout ce qui est composé. Après plusieurs années de travail à la cantine, qu'avez-vous appris sur les goûts des élèves? Alors sur les goûts, c'est vous qui avez le goût. Nous, on vous propose quelque chose. Et c'est à vous de découvrir les différents goûts qu'on vous propose. Après, on travaille beaucoup les épices, ou que ce soit, vous l'avez bien vu, et même apprendre à manger des légumes. Pourquoi accordez-vous du soin dans les assiettes entre parenthèses déco? Parce que la première des choses, quand tu vois quelque chose d'agréable au regard, ça te donne envie de le prendre. Donc si tu veux le prendre, ça veut dire que tu veux découvrir ce qu'il y a derrière. Donc ça veut dire que le premier c'est le regard. Après, en général, c'est le deuxième, c'est de sentir. Si ça sent bon, ça donne envie de le prendre. Et après, c'est le troisième point, c'est le goût, c'est où vous allez aimer ou pas aimer. Bonjour madame, comme vous êtes la gestionnaire du collège, nous voulons vous poser quelques questions. D'où viennent les ingrédients de la cantine et avez-vous un label? Alors, les ingrédients de la cantine viennent de différentes origines. Pour certains, ils viennent au niveau national, par exemple du marché de Rungis pour les surgelés. Pour d'autres, ils viennent de beaucoup plus près, de la vallée d'Ossau pour le fromage, du producteur 2 qui se trouve à Buros. Et on a la chance d'avoir un département où on a possibilité de trouver tout un tas de produits de grande qualité juste à côté de chez nous. On a eu un label qui s'appelle EcoCert, qui valorise l'ensemble des initiatives qui sont prises à l'échelle du collège sur tout un tas de domaines, la gestion de l'eau, les produits d'entretien, essayer de prendre des produits bio et également au niveau de la restauration, essayer de s'approvisionner au maximum en produits locaux et bio. Trouvez-vous beaucoup de gaspillage?
Le gaspillage, selon le menu qui est proposé à la cantine, varie. Aujourd'hui, vous aviez des hot dogs, j'imagine qu'il y avait très peu de gaspillage à la fin du service. Le jour, malheureusement, où on vous sert du poisson ou des légumes, on peut imaginer qu'il y aura plus de déchets à la fin du service. Mais après, c'est aussi notre travail de vous éduquer au goût, de vous apprendre comment consommer, vous qui êtes des adultes en devenir. Bonjour Maëlie, Maïsan, William et Naïma. Nous aimerions savoir, est-ce que votre opinion sur la cantine a changé grâce à votre reportage? Oui, avant, nous pensions qu'il y avait beaucoup de gaspillage et que les plats n'étaient pas ainsi variés. En menant notre enquête, nous avons appris le soin apporté à la confection des menus. Par exemple, ce dont on a besoin pour notre santé et les justes proportions. En plus, il y a un petit déj tous les matins pour tous les élèves avec beaucoup de variétés et offert et gratuit pour tous les élèves et tous les enseignants. Oh là là, toutes ces observations! Mais tu sais que tout ça à l'époque, devant, ça se passe autrement. Ah bon, ça se passait comment? Attends, je vais demander aux filles, j'arrive. Alors les filles, c'était si rude que ça à l'époque? Oui, effectivement, l'école a été plus sévère. Il faut savoir qu'en France, la loi Guignot interdit les châtiments corporels, comme tirer les oreilles, taper sur les doigts, fouetter et bien d'autres. Mais attends, ça devait être horrible. Oui, mais c'est toujours pas fini, parce que c'est pas pour autant que les châtiments corporels ont arrêté d'être pratiqués. C'est seulement avec le temps, quand on a commencé à mieux considérer les enfants, que le châtiment corporel ont pratiquement cessé. Ah oui, mais aussi pour remplacer les châtiments corporels après leur interdiction, les châtiments psychologiques comme le bonnet d'âne ou la mise au piquet ont été autorisés parce qu'ils étaient considérés comme moins graves que les violences physiques. Mais avec un changement de mentalité par rapport aux enfants, les violences psychologiques ont été reconsidérées et sont désormais interdites et assimilées à de la maltraitance. Heureusement que les temps ont changé. Au final, les observations, c'est pas si horrible. Oui. Bon allez, on va continuer notre enquête au bureau. Donc bonjour Madame Ponce, on aurait aimé savoir c'est la différence entre une punition et une sanction. La différence entre une punition et une sanction, c'est en fonction du degré de gravité de l'événement pour lequel on va traiter. Si c'est une punition, c'est le conseiller principal d'éducation qui la rédige. Si c'est une sanction, c'est le chef d'établissement qui la rédige. On aimerait savoir quelle est la hiérarchie des sanctions. Alors, la hiérarchie des sanctions, c'est avertissement, blâme et ensuite c'est exclusion de l'établissement. Et ça va de 1 jour à 8 jours et ensuite il y a conseil de discipline. Mais il peut y avoir aussi exclusion de la demi-pension. C'est en fonction de l'événement qui est traité. Et là, la sanction sera adaptée. Bonjour, depuis votre arrivée au collège, trouvez-vous que les sanctions ont augmenté ou diminué? Les sanctions sont stables, elles ont augmenté mathématiquement puisqu'il y a plus de 200 élèves de plus que lorsque je suis arrivé, mais voilà, globalement dans les proportions ça reste à peu près équivalent, toujours beaucoup de petites punitions, des petites choses qui arrivent, des retenues, des petites exclusions temporaires pour les bêtises un peu plus grosses, et puis de façon exceptionnelle des exclusions définitives, ça arrive, il y en a déjà eu 4 cette année. Quand vous étiez élève, y avait-il le même type de sanctions qu'aujourd'hui? Globalement oui, on ne peut pas faire n'importe quoi, donc les punitions et les sanctions elles sont encadrées par la loi. Ce qu'on ne voit plus dans les établissements scolaires et qui existait encore quand moi j'étais quand j'étais enfant, même si ça avait tendance à disparaître déjà, ce sont les châtiments corporels. Mais j'ai vu moi des camarades de classe recevoir une gifle ou une fessée ou des coups de règle sur les doigts. Dans les éléments que moi je n'ai pas connus mais qui ont existé, il y avait aussi des petites choses un petit peu que je qualifierais de vexatoires. Donc il y avait l'usage du bonnet d'âne que l'on plaçait sur la tête des élèves qui ne répondaient pas aux attentes des professeurs. Finalement, ce reportage, il a fait évoluer votre opinion sur les punitions? Oui. Notre opinion a beaucoup évolué par rapport au début de notre enquête. Grâce à la partie historique, nous avons constaté que les punitions étaient beaucoup plus cruelles à l'époque de nos parents, encore plus à l'époque de nos grands-parents. Au départ, nous étions fragiles sur le fait de recevoir une observation, mais en fait, nous nous sommes rendus compte que recevoir une observation était beaucoup moins violent, beaucoup moins dégradant que recevoir un châtiment corporel ou même une punition vexatoire.
Heureusement que les punitions ont évolué au fil du temps. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Fahem, nous savons que vous êtes l'organisateur de cet atelier jeux de société. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cet atelier? Bonjour Elias, donc j'ai eu envie de créer cet atelier parce qu'en fait on est dans un grand collège et qu'il faut proposer le maximum d'activités pendant la pause méridienne. Et en fait, comme j'ai toujours joué aux jeux de société, que je fais partie d'une association, que je fais partie de clubs, j'ai eu envie de proposer cette activité au sein du collège. C'était votre passion quand vous étiez petit aussi? Oui, j'ai toujours aimé ça et à chaque Noël, je réclamais un jeu de société à mes parents. Bonjour Mohamed et Toumi, j'aimerais savoir quel est ton passe-temps favori? Bonjour Elias, j'ai beaucoup de passe-temps, mais mes favoris c'est les jeux de société et les jeux vidéo. Les jeux de société comme les échecs et les jeux vidéo beaucoup comme Fortnite, Spider-Man, jeux comme ça. Alors, as-tu un accès libre ou es-tu limité dessus? Alors sur les jeux de société comme les échecs, oui j'ai un accès libre. Je peux jouer quand je veux, bien sûr après les devoirs, avec mes sœurs ou avec ma famille. Mais les jeux vidéo, c'est plutôt dans les week-ends, là où j'ai le plus de temps. Ok. C'est un passe-temps que tu pratiques avec ta famille ou tes amis ou tu le pratiques tout seul? Alors pour les jeux vidéo, j'aime pas jouer seul. J'adore jouer avec mes amis parce que c'est beaucoup plus drôle et c'est mieux. Mais les jeux de société, je joue beaucoup avec mes sœurs aux échecs et j'ai beaucoup d'autres jeux de société que je joue avec ma famille quand elles sont libres. En conclusion du reportage, voici un diagramme circulaire représentant le passe-temps préféré des collégiens. En première place, le sport. En deuxième place, les jeux vidéo et les jeux de société. En troisième place, la lecture, les écrans style téléphone, série ou film. En quatrième position avec 9%. Et les arts style musique ou dessin en dernière position avec 3% des voix. Merci beaucoup pour ce superbe reportage sur les passe-temps des jeunes, mais parfois je m'ennuie pendant les récréations ou la pause à midi. Comment puis-je m'occuper? C'est pour cela que le collège propose des activités, en particulier le CDI, qui reste ouvert à chaque récréation. Des ateliers seront proposés à la pause. Le collège propose aussi des activités sportives. Certains profs proposent des activités entre midi et 2. Monsieur Fahem et son atelier de jeux de société. Ça y est, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et merci à notre collège. Merci.